Cheikh Chérif Koné, l'ancien premier avocat général de la Cour suprême, intente un recours en nullité contre l'abrogation du décret de sa nomination. Cette abrogation a été faite le 8 septembre dernier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On lui reproche d'avoir violé son obligation de réserve et de s'être manifesté par son opposition aux mesures prises par la Cour. Le dossier de la rédaction s'intéresse à la nouvelle loi contre la cybercriminalité, une loi controversée selon certains utilisateurs des réseaux sociaux. À l'international, des Afghans vendent leurs biens pour fuir ou survivre. Assiettes, appareils ménagers, meubles, tapis. À Kaboul, ville qui se trouve au ralenti depuis le retour des talibans, les habitants branlent tout ce qu'ils peuvent. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce journal Joliba Evening News. Je vous le disais à l'entame de cette édition, Cheikh Chérif Koné, l'ancien premier avocat général de la Cour suprême, intente un recours en nullité contre l'abrogation du décret de sa nomination. Dans une lettre adressée au président de la transition, le magistrat trouve illégale la décision. Haruna Salia Koné décrypte pour nous le contenu de la lettre. Je ne serai associé à aucune entreprise tendant à faire de la Cour suprême, régulatrice du droit par vocation, un instrument de règlement des comptes ou devant couvrir l'échec d'un gouvernement de transition en quête d'une sortie honorable, persiste et signe le magistrat Cheikh Chérif Koné après l'abrogation du décret de sa nomination à la Cour suprême. De prime abord, le magistrat affirme la légitimité de ses actes. Selon lui, lorsque l'institution judiciaire est menacée par le comportement des chefs, c'est le premier avocat général de s'y opposer, au besoin de dénoncer tout acte de forfaiture. Éphémère premier avocat général de la Cour suprême, l'homme s'est dressé publiquement contre la conduite des récentes affaires judiciaires qui défraient la chronique. Il avait porté plainte contre la Cour suprême dans le cadre de l'arrestation de Soumaïlou Boubèye Maïga et de Boiré Félix Sissoko dans les affaires dites de l'armement et de l'achat de l'avion présidentiel. Une prise de position qui lui a valu son poste. Le magistrat de classe exceptionnelle assure qu'il ne laissera pas un gouvernement de transition le vilipender à tort et à travers. Cette lutte contre la délinquance économique et financière déclenchée par les autorités de la transition est selon lui un moyen de divertir l'opinion publique et de couvrir l'échec du gouvernement. Ce limogeage est un excès de pouvoir selon lui, car ni le statut de la magistrature, ni les textes du bureau de la Cour suprême ne prévoient une telle façon de procéder. Ainsi, cette sortie est sans nul doute le début d'un feuilleton judiciaire, car dans sa lettre, Cheikh Chérif Koné prend pour témoin la communauté internationale et décide d'intenter un recours en nullité contre ces décrets. S'il le faut, amener l'affaire devant des instances internationales. Il précise que sa démarche de recours n'est nullement pour son maintien à la Cour suprême, mais par respect à un principe, celui du respect de la loi. Les hommes passent et l'histoire jugera chacun. C'est avec cette formule sentencieuse que le magistrat de classe exceptionnelle conclut sa lettre. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, dans le cadre de sa série de visites, a rencontré les membres du mouvement patriotique pour le renouveau MPR. Objectif, soutenir la transition en fonction des directives établies par le mouvement des forces patriotiques du 5 juin M5 RFP depuis le début des événements. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Les problèmes que nous avons discutés ont trait essentiellement à la conduite de la transition par rapport aux objectifs de départ du mouvement du 5 juin. Ces objectifs doivent rencontrer les préoccupations de l'écrasante majorité des Maliens et c'est pour cela que nous avons décidé de convoquer les assises nationales de la refondation. J'étais donc venu leur expliquer tout ce qui se passe au niveau politique, au niveau national et international pour qu'ils soient en phase et qu'ils puissent aller expliquer à la population comment le gouvernement est en train de travailler pour faire face aux difficultés. 2 camionneurs marocains tués et un autre blessé dans l'attaque d'un convoi commercial en provenance du Maroc ce week-end. L'attaque a eu lieu dans la commune de Djidjeni au Mali, à 300 km de Bamako. L'ambassade marocaine a demandé une enquête. Aminata Traoré pour plus de détails. Dans la journée du samedi 11 septembre, des convoyeurs marocains ont été attaqués à Djidjeni au Mali
par une bande armée non encore identifiée. Au nombre de 4, ils transportaient par camion des marchandises à destination de Bamako. 2 d'entre eux ont été tués et un blessé, tandis que le dernier a survécu. D'après les informations données par l'ambassade marocaine près le Mali, les criminels avaient des gilets pare-balles, des cagoules ainsi que du matériel de communication sans fil. Cachés derrière des arbres, ils ont entendu une embuscade à quelques 300 km de la capitale. Chose curieuse, ils sont partis sans emporter de bulletins, ce qui met à mal l'hypothèse d'un braquage. Selon l'ambassade marocaine, des dispositions nécessaires sont prises quant au dépouille des victimes de l'attaque. Une enquête a été demandée par l'ambassade pour éclaircir l'affaire qui suscite déjà maintes théories sur les réseaux sociaux. J'étais dans le premier camion avec un conducteur appelé Hassan tué lors de cette agression. Dans le deuxième camion se trouvait un conducteur appelé Ouakrim dans les soixantaines qui était en voyage touristique au Mali, a précisé Ahmed Kali, survivant de cette attaque. En outre, le mode opératoire des assaillants laisse flammer un grand mystère sur leur motivation réelle. Les enquêtes pourront certainement faire la lumière sur ces incidents malheureux. Dans un point de presse qu'ils ont animé ce dimanche 12 septembre 2021 à la Maison de la Presse, la jeunesse du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a manifesté son soutien aux autorités de la transition dans la lutte contre la corruption. Moussa Tembine et Abdoulaye Koniba Konaté. Le comité stratégique du M5 RFP considère les assises nationales de refondation comme étant un processus pour poser les jalons d'un Mali nouveau. Pour cela, il appelle à la mobilisation de la jeunesse. Aujourd'hui, la transition est en train de préparer les assises nationales de la refondation. Il est important que la jeunesse M5 RFP s'inscrive dans ce schéma et faire tout ce qui est dans leur possibilité pour que ces assises soient une réussite. Ces assises pour la refondation du Mali est le parachèvement, le couronnement du changement que le peuple malien a réclamé à travers la lutte du M5 RFP. Le mouvement contestataire à l'origine de la chute du président Iweka entend soutenir les activités de la justice dans la lutte contre la corruption. La jeunesse M5 RFP doit être vigilante. À chaque fois qu'une décision de justice est contestée, vous devrez prendre d'assaut les rues de Bamako pour dire non, ça ne se fera pas. Abordant dans le même sens, le porte-parole de la jeunesse du mouvement M5 RFP rappelle les priorités des jeunes. La priorité des priorités reste en général la lutte contre la corruption et l'impunité, la mise en place de l'organe unique de gestion des élections et l'organisation des assises nationales de la refondation. Notre constat est que les plus hautes autorités sont animées d'une ferme volonté à mettre fin à la corruption et à l'impunité. La jeunesse M5 RFP rappelle au gouvernement que l'élément déclencheur de la lutte héroïque du mouvement du 5 juin est la précarité sociale qui tire elle-même son origine de la corruption et de l'impunité. La JM5 RFP s'impliquera activement dans la mobilisation pour les prochains rassemblements annoncés par le comité exécutif du M5 RFP. Enfin, la jeunesse du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, invite le peuple malien à rester vigilant, mobilisé et déterminé pour un véritable changement, condition de la prospérité et de la souveraineté de notre pays. La jeunesse M5 RFP sonne la mobilisation et appelle à l'union sacrée pour la réussite de la transition. Pour lutter contre les infractions commises sur la toile, le gouvernement du Mali a adopté en 2019 la loi numéro 2019-056 portant répression de la cybercriminalité. Cette loi censée réduire les dérives suscite de nos jours des controverses selon certains acteurs. El Hadji Malik Guitey. L'utilisation des réseaux sociaux au Mali a connu une progression très considérable ces dernières années. Selon un rapport digital publié en janvier 2021, il y a plus de 5 millions d'internautes au Mali, dont plus de 2 millions d'utilisateurs des médias sociaux. Ce boom d'utilisateurs des réseaux sociaux a contraint le législateur malien à renforcer son arsenal juridique en vue de mettre fin à la prolifération de publications diffamatoires, d'injures et d'atteintes à l'intimité des personnes. C'est en 2019 que le législateur malien, n'est-ce pas, a domicilié la directive qui date de 2011, la directive de la CEDEAO portant lutte contre la cybercriminalité dans le dit espace, c'est-à-dire l'espace CEDEAO.
Sinon, avant cette loi, n'est-ce pas, il n'y avait pas d'autres lois qui réprimaient des comportements qui ne sont pas normaux et qui se commettaient sur le cyberespace. Cette loi, intitulée la loi numéro 19056 portant répression de la cybercriminalité, est composée de 88 articles, des chapitres allant des crimes et délits liés aux technologies de l'information et de la communication, des atteintes à l'intégrité des données d'un système d'information et des actes racistes, de menaces et d'injures par le biais d'un système d'information, une panoplie de dispositions pour mettre hors d'état de nuire les cyberdélinquants. Les infractions qui existaient avant la loi, il n'y avait pas de problème, mais quant aux infractions qui n'existaient pas, c'est là où il y avait le problème. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème parce que celles qui existaient ont été, n'est-ce pas, en tout répétées dans la nouvelle loi et celles qui n'existaient pas ont été prises en compte par la nouvelle loi. Donc aujourd'hui, on n'a aucune difficulté pour réprimer les infractions, les comportements déviants qui se commettent sur le cyberespace. Quant aux peines prévues par cette loi, elles vont de l'amende jusqu'à l'emprisonnement ferme. Donc on peut envoyer l'intéressé en prison. L'intéressé peut aussi être condamné à payer une amende. Ou, c'est-à-dire, on peut cumuler les deux. On peut condamner l'intéressé également à faire la prison et ensuite à payer l'amende. Ainsi, pour sensibiliser les populations au bon usage des réseaux sociaux, l'Association des blogueurs du Mali ABM et la communauté des blogueurs du Mali d'Uniblog organisent depuis un certain temps des ateliers de formation et des conférences de débat sur la thématique. Comme on le dit, on est en quelque sorte comme des lanceurs d'alerte. Et vous avez vu, depuis l'application de cette loi dite de cybercriminalité, aucun membre, que ce soit de l'ABM, Association des blogueurs du Mali, ou de la communauté des blogueurs du Mali, de Niblog, n'est tombé sur le coup de cette loi-là. Toutefois, de nos jours, des voix s'élèvent contre cette loi que certains jugent trop répressive. Cette loi prévoit des peines très lourdes pour toute injure, toute diffamation. Elle ne privilégie pas la pédagogie alors que nous sommes dans un pays en apprentissage démocratique. Ainsi, les différentes associations des blogueurs du Mali se donnent actuellement comme mission la relecture de cette loi. On a même fois interpellé les différents gouvernements qui se sont succédés. C'est le ministre de la communication à l'époque, Yaya Sangare, qui avait accepté de faire un atelier pour qu'on puisse relire la loi et mettre des dispositions qui prennent en compte tous les Maliens. Incomplète ou pas, en tout cas, certains experts appellent les utilisateurs à plus de responsabilités. Si j'insulte quelqu'un, j'engage le code de bonne conduite dans une société. Et tout ce que je vais dire dans l'espace public m'engage et que, comme on dit, il y a fait délit de renta à Bankwa. En attendant, la loi numéro 19056 continue de faire des victimes avec l'arrestation de plusieurs cyberdélinquants depuis un certain temps. Une situation qui doit inciter les utilisateurs maliens à plus de vigilance et de retenue. Les réseaux sociaux, oui, mais avec une bonne dose de responsabilité et d'intelligence. À présent, voici l'image du jour consacrée à la forteresse de Belgrade. La forteresse de Belgrade est située dans le parc de Kalemegdan à Belgrade, la capitale de la Serbie. En raison de son importance, elle figure sur la liste des monuments culturels d'importance exceptionnelle de la République serbe et sur la liste des biens culturels de la ville de Belgrade. L'actuelle ville de Belgrade s'est développée autour de la forteresse. Construite au début du 1er siècle avec des murs en terre, elle est devenue un castrum romain au 2e siècle et fut un château byzantin du 6e au 21e siècle. Elle fut la capitale fortifiée du despotat de Serbie du 13e au 14e siècle et fut occupée par les Autrichiens au 17e et 18e siècle. Elle constitue aujourd'hui un des hauts lieux culturels et historiques du parc de Kalemegdan et plus généralement de la capitale serbe. Voilà, dans ce journal, nous recevons également une invitée. Il s'agit de la jeune réalisatrice malienne Djelika Mama Traoré qui vient de remporter le Grand Prix Kodjo et Bouclé de la 21e édition du festival Clap Ivoire avec son film Ma Passion. Pour rappel, le festival Clap Ivoire est un concours dédié aux courts-métrages dans la zone UEMOA. Djelika, bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. Voilà, vous venez de remporter le Grand Prix Kodjo et Bouclé de la 21e édition du festival Clap Ivoire. Dites-nous, comment vous avez accueilli cette consécration?
Je l'ai accueilli avec joie, satisfaction, une joie immense, mais surtout, un sentiment de fierté. Et pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous dire de quoi parle votre film Ma Passion, film avec lequel vous avez remporté ce prix? Oui, Ma Passion parle de la vie d'une jeune dame, Fadima Maïga, qui est comédienne et en même temps musicienne, qui se bat au jour le jour pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc, entre les difficultés de l'intégration artistique de la femme dans notre société pour d'ordre religieuse et aussi l'intégration dans les 10 milieux. Elle se bat contre tout ça, contre les préjugés sociétals pour pouvoir se faire une place et se faire entendre. Peut-on affirmer que votre message est passé grâce à cette victoire? Je ne dirais pas à 100%, mais je dirais que l'essentiel a été fait. Il reste beaucoup et j'espère que beaucoup de personnes verront ce film et que ça sera un vecteur de changement positif pour tout le monde. Au-delà du trophée, de ce beau trophée que nous voyons ici, qu'est-ce que le festival Clap Ivoire vous a apporté d'autre? Beaucoup, énormément, parce qu'au cours du festival, on a suivi des formations. J'ai fait la rencontre d'énormément de personnes dans le milieu culturel, également des autres jeunes réalisateurs qui sont venus des 8 pays de l'UEMOA. Donc, c'était une semaine de rencontres, de partage surtout, et au-delà des 5 millions de prix que j'ai reçus lors de ce festival. Effectivement. En tout cas, encore toutes nos félicitations. Merci. Pour cette belle victoire. Je vous en prie. Et nous vous souhaitons plein de succès pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et nous poursuivons cette édition avec l'actualité hors de nos frontières, en commentaire Fanta Diarra. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, rend visite aux habitants de la zone d'Anzourou, en proie à des attaques djihadistes meurtrières, pour dire qu'il veut combattre le problème à la racine en fermant la porte d'Inat, la commune la plus proche du Mali par laquelle les terroristes viennent, selon lui. Il affirme que des mesures seront prises pour améliorer la situation. Vous avez demandé d'améliorer le maillage, la façon d'occuper le territoire. J'ai noté également cela. Mais ce que je veux vous dire, le plus, c'est que nous allons remédier au problème à la racine en prenant en charge Inates autrement que nous l'avons fait jusqu'à présent. Et de la sorte, nous allons fermer la porte par laquelle les terroristes viennent ici. Maïmouna Moukaïla, une résidente de cette localité, déplore l'insécurité grandissante et ses conséquences. L'insécurité a négativement impacté notre vie et notre région. Nous demandons aux autorités de tout mettre en œuvre pour éradiquer cette insécurité qui nous coûte très cher. Ils ont tué nos maris. Nous sommes devenus des veuves. Ils ont brûlé nos greniers à céréales. Ils ont emporté tout le bétail. Toutefois, Ramatou Djibo invite les autorités nigériennes à s'intéresser aux problèmes alimentaires, un phénomène qui devient inquiétant. Nous voyons une crise alimentaire se pointer à l'horizon. Cette année, personne n'a pu cultiver son champ. Nous demandons au président de la République de mettre des moyens à la disposition des habitants d'Anzourou afin qu'ils puissent faire du maraîchage ou exercer des petits boulots parce que sinon les gens n'auront pas d'autre choix que de fuir. Mohamed Bazoum rassure que l'État fera de son mieux pour garantir la sécurité de ces personnes et de leurs biens. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonce son intention d'introduire des passeports sanitaires dans un contexte de scepticisme généralisé à l'égard du vaccin, alors que les restrictions de mouvement devraient être assouplies cette semaine. Les doses administrées dans les pays s'élèvent désormais à 14,6 millions de doses. Nous administrons maintenant 1 million de doses tous les 4 et 5 jours. Le gouvernement a obtenu suffisamment de vaccins pour vacciner l'ensemble de la population adulte et l'approvisionnement en vaccins n'est plus une contrainte. Qu'à cela ne tienne, le président sud-africain revient sur la mauvaise répartition des doses de vaccins dans le monde.
Toutefois, avec plus de 5,5 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde jusqu'à présent, notre continent se situe toujours au bas de l'échelle en matière de vaccination, mais il commence à se redresser malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés en tant que continent. Le cabinet a décidé que le pays devait passer du niveau d'alerte ajusté 3 au niveau d'alerte ajusté 2 à compter de demain lundi 13 septembre 2021. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les heures de couvre-feu commenceront désormais à 23 heures et se termineront à 4 heures du matin. Le couvre-feu est toujours nécessaire. Face à la recrudescence de l'épidémie dans le pays, le président Cyril Ramaphosa a décidé de durcir les mesures de prévention contre la COVID-19. Assiettes, appareils ménagers, meubles, tapis à Kaboul au ralenti depuis le retour des talibans. Des habitants bradent tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir quitter le pays ou juste se nourrir. Sur les marchés aux puces qui s'étirent sur les trottoirs poussiéreux de la capitale afghane, les étals débordent d'objets de maison les plus divers, fouillés par des hommes et femmes résolus à profiter de très belles affaires. Les vendeurs de meubles se prononcent. Au début, les gens essayaient de fuir à cause des problèmes de sécurité. Ils avaient peut-être tué ou blessé. Nous leur avons suggéré d'essayer de s'échapper par les frontières fermées, car s'ils échouaient, ils risquaient d'être bloqués et de ne rien pouvoir faire. S'ils vendaient tous leurs biens, ils pouvaient se retrouver avec une maison vide. Avant les talibans, les ventes étaient assez faibles. Mais depuis l'arrivée des talibans, les ventes ont légèrement augmenté. Les gens vendent leurs appareils ménagers et leurs meubles par manque d'argent ou de revenus. Un autre vendeur embauche dans la même trompette. Ils vendent leurs biens par désespoir. Par exemple, lorsque leur loyer est en attente de paiement et qu'ils n'ont pas d'argent pour le payer, ils vendent leurs meubles pour payer leur loyer ou acheter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Retenons que ces faits sont dus au conflit que le peuple a subi depuis un certain temps. La Chine fait état de 22 cas de COVID-19 transmis localement dans la province du Fujian dans le sud-est du pays. Lors d'une conférence de presse dimanche, le maire adjoint de la ville de Putian dans la même province a signalé 32 cas confirmés. Certains districts de la province ont été classés comme zone à haut risque. Aimables téléspectateurs, ici s'achève ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Evening News.